RDC est une et indivisible. Que la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Également dans cette émission, vous êtes donc le coordonnateur de l'EBAT, Lèvons-nous et Bâtissons, un mouvement politique d'opposition. Bienvenue. Merci en tout cas pour l'invitation. Je salue mon co-débatteur ainsi que tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. On va donc commencer par les quelques lignes d'actualité. Vous le savez, le front diplomatique est vraiment activé. Plusieurs rencontres, on va dire même 3 rencontres. Insécurité dans l'est de la RDC. À Lusaka, la SADC dénonce les manœuvres du Rwanda contre le déploiement de la force donc, de la SADC. Par ailleurs, elle a demandé également qu'on puisse mettre le matériel de la FFA, Force africaine d'attente, interposé au Cameroun, à la disposition de la Samir RDC. Discours de haine envers une communauté, celle de Tutsi congolais, plus largement des populations parlant le Kinyarwanda et la présence des forces démocratiques de libération du Rwanda, telles sont les raisons principales qui justifieraient la présence des forces des RDF en République démocratique du Congo. Voilà, c'est une réflexion de RFI publiée ce matin. Kinshasa s'est donc engagé à présenter un plan de neutralisation des FDLR, groupe Hutu formé à l'origine d'anciens génocidaires rwandais. Salva Kiir et Félix Tshisekedi se sont convenus de renforcer les efforts fournis dans le cadre des processus de Nairobi et de Luanda pour une solution efficace, disent-ils, le président Kiir ayant déjà tenu des discussions avec ses homologues du Rwanda et du Burundi. Il s'apprête à rencontrer Joao Lourenço. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette émission. Le décor est planté. Comme vous le savez, 3 fronts diplomatiques. C'est lui de Luanda en Angola, c'est lui de Lusaka et très récemment la présence du président sud-soudanais, président en exercice de l'EAC en République démocratique du Congo, qui veulent renouveler les 2 fronts, celui de Nairobi et celui de Luanda. Alors, le communiqué des travaux d'abord de Luanda, il y a un point qui est culminant, un point que tout le monde est en train de commenter dans tous les sens, c'est celui de l'engagement de la RDC. La délégation de la RDC s'est engagée à présenter un plan de neutralisation des FDLR accompagné d'un programme d'action qui sera présenté lors de la prochaine réunion ministérielle. Alors, je commence avec Maître Kitenge. Comment vous réagissez face à ce communiqué final où la RDC s'engage à neutraliser les FDLR chez nous? Est-ce une reconnaissance tacite ou implicite de ces mouvements sur notre sol congolais? Merci d'abord. Je crois que j'ai lu ces communiqués comme beaucoup de Congolais également qui ont expliqué de plusieurs sens et de plusieurs manières, mais je crois que j'ai cru comprendre que c'est un problème peut-être de texte, puisqu'il me semble que le texte original a été écrit en anglais et traduit en français et en portugais pour les besoins de l'Angola et de la République démocratique du Congo, et l'anglais pour le Rwanda. Bon, je ne sais pas si c'est un contexte par rapport dit à la traduction, ça c'est le tout premier aspect. D'abord, dans la prise de pouvoir de Félix Tshisekedi en 2018, il y a un lot de 497 FDLR qui ont été remis au Rwanda, réceptionnés, reçus, enregistrés dans le lot de climat d'apaisement entre les rencontres et Kagame et tout ça. Donc, c'était passé à la RTNT, toute la chaîne. Vous entrez même sur YouTube, vous trouverez ça en vidéo. En vidéo, je peux vous le donner après l'émission. Oui. Alors, au départ, il faut ne pas imaginer cette théorie si le gouvernement a accepté dans la théorie qu'il faut que le Rwanda ouvre un dialogue puisque les FDLR en soi, c'est un jargon. Qui sont les FDLR? Sont le Hutu.
on parle d'un côté, les FDLR, et d'un autre, les Interahamwe. Les Interahamwe. Tous sont le Hutu. FDLR, c'est l'armée d'hier à Biarimana. Les Interahamwe, c'est la milice pro-gouvernementale du régime d'Abarimana qui entrèrent en République démocratique du Congo à l'ouverture de couloirs humanitaires de 94, pour ne résumer que de cela. Et si à 94, un FDLR était âgé de 40 ans, il a quel âge aujourd'hui? Il est toujours combattant. Ceux qui avaient déjà 45, aujourd'hui en 2024, il a quel âge? Et il est toujours à même de combattre. Et généralement, ceux qui fuyaient, ce sont des officiers, de colonels, voire même de généraux ou des autres, qui étaient avancés en âge. Il y avait ceux qui en avaient même 50 ans. De l'armée rwandaise de l'époque. C'est ça que je suis en train de vous parler. Oui. Et plus de 30 ans maintenant que Kagame est au pouvoir. Quand quelqu'un a 160 ans, avec le 30 ans que Kagame a fait de 94 à 2024, celui-là a 90 ans. Et il est toujours actif en train de combattre et d'insécuriser l'Est. C'est quoi cette utopie qu'on veut faire croire aux gens? Alors, si nous allons dans la deuxième génération, ça veut dire ces FDLR sont venus, se sont installés, ils ont fait les enfants. Et ce sont ces enfants qui sont nés ici et qui commencent à combattre. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Tout de suite, en 97, permettez-moi de faire un petit résumé de l'histoire. En 97, l'AFDEL entre avec l'armée rwandaise. L'armée rwandaise va récupérer l'ensemble de 145 territoires et l'armée était dirigée par un Rwandais, James Kabarebe. Par la suite, d'abord James, il y avait Massassou Nendaga qui était le tout premier chef d'état-major général. 6 mois après l'arrestation de Massassou, on va les remplacer par James Kabarebe. Et où étaient ces FDLR de 94 pendant que le Rwanda a marché sur l'ensemble de la République? Ils étaient cachés où? Ils ont vécu comment? Dès 96, octobre 96, la rébellion de l'AFDEL a commencé. 97, 98, 99, jusqu'en 2001 à la mort de Mouzé. Bref, on va en 98, l'RC de Goma revient avec l'armée rwandaise. Ils occupent de octobre 98, 99, 2000, 2001, 2002 vers la formation du gouvernement 1+4. Et ils ont dirigé l'ensemble de l'Est et une partie du Kasaï, une partie du Katanga pendant 5 ans. Où étaient-ils les FDLR? Puisque les FDLR ne sont pas opérationnels à l'Équateur, ils ne sont pas opérationnels au Bandundu, à Kinshasa. Ils étaient où? Puisque c'est eux qui géraient, qui contrôlaient l'armée. La police, service de sécurité, le chef d'état-major du RC de Goma, ce sont des Rwandais. Et d'autres sous-traitants congolais qui en faisaient partie. Non, c'est un prétexte. Bien sûr, plus tard sous Joseph Kabila, vous connaissez le fil de discorde entre Vital Kamerhe et Kabila autour des opérations tripartites, l'armée ougandaise, l'armée rwandaise, l'Ouganda prétextant pour traquer la LRA, les hommes de Joseph Kony, l'armée de la descente du Seigneur. Et ensuite, le Rwanda traqua les FDLR et les Interahamwe. C'était même le nez des problèmes. Kabila, là, il faut le soutenir, le dire. Kabila a dit dire à Kagame, maintenant tu es entré. Les opérations ont pris fin. Tu as attrapé combien d'FDLR? Est-ce que l'opération n'était pas suspendue par cette... Non, ils avaient continué. Quand Kamere a posé son veto ou son indignation, ça n'a pas arrêté. Les opérations étaient continuées. On fait une année et 3 mois. Ils ont attrapé combien d'FDLR? Plus tard, c'est le CNDP qui s'irigeait en 2009. Ils ont pris le Nord Kivu et le Sud Kivu. D'accord. En 2013, ils ont repris le Nord Kivu. Et c'est eux qui contrôlaient. Où était l'FDLR? Bon, dans ces prétextes, je suis sûr que le gouvernement de la République... En signant ce communiqué final... tu as tout compris ce que je suis en train de vous dire. En plaçant ces éléments de l'histoire que je n'invente pas, quand on occupe un territoire, on a une armée, ça veut dire qu'on assure la sécurité et on ne peut pas avoir un groupe d'individus, soit 500, soit 3000, 4000. Est-ce qu'ils se sont dilués dans la population ou comment? Donc, ces prétextes-là de faux fuyards. Et depuis 94 jusqu'à ce jour, avez-vous cherché même dans les archives combien de fois que l'FDLR a attaqué un territoire rwandais? Occupé ne serait-ce un ou 2 villages rwandais. Merci beaucoup. C'est un faux fuyant. Donc, je suppose que le gouvernement a pu signer ça dans le contexte si il y a de couloirs, puisqu'il y a de Hutus qui appartiennent au Rwanda. Mais quand Kagame fait ses communiqués, il ne parle pas de Hutus.
Il soutient qu'une ethnie. D'abord, c'est un président qui sépare son propre peuple à des ethnies. Il parle des Tutsis. Alors, tous ceux qui parlent de Kinyarwanda ne sont pas que Tutsis. C'est des Hutus. Et c'est les Hutus qui sont majoritaires. C'est 75% de la population est Hutu. Et quand on ne fait que la guerre pour soutenir 25% de la population. Et ne dites pas que c'est que les Tutsis font l'épuration ethnique par rapport aux Hutus. Et c'est le retour des Hutus chez eux. Ils sont dans le Massissi, ils y sont. Des femmes et des enfants. Si c'est le retour, dans ce contexte-là, ben oui. Mais nous, chez nous, nous n'avons pas d'FDLR. Ça, il faut que le gouvernement soit clair. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. On comprend que le gouvernement a signé ce communiqué pour rapatrier la population civile d'origine Hutu vers leur pays d'origine. C'est ça le prétexte de Kagame qui devient une sorte de chantage pour trouver un prétexte à revenir chez nous pour piller le minerai, insécuriser et tuer la population civile. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. Je donne la parole aussi à M. Alain Bolodjoa. Quelle est votre lecture par rapport à ce communiqué qui a été signé où la RDC prend l'engagement de neutraliser tous les FDLR dans... Est-ce que c'est une reconnaissance? C'est la même question. Est-ce une reconnaissance de ce mouvement chez nous au Congo? Reconnaissance, oui, mais je considère que c'est une vaste blague. Et le gouvernement doit se ressaisir au plus vite. Au lieu de nous amener dans des débats qu'il ne maîtrise pas, nous risquons encore de replonger l'État dans un cercle infernal de crise politique. Ce qui est décevant, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'aspect historique tel que retracé par notre ami du pouvoir. Apparemment, il maîtrise la question mieux que le membre du gouvernement et surtout M. Félix Tshisekedi. Ce que nous appelons, ce que d'aucuns appellent le FDLR, ont un statut au niveau international. Ils sont venus comme réfugiés politiques. Et ce n'était pas sur notre élément. Ils sont venus... Armés. Non, mais armés, ça c'est un autre élément que vous ajoutez. Ils sont venus comme réfugiés politiques. Notre gouvernement avait refusé au départ de les recevoir justement parce que ce gouvernement avait considéré qu'on ne pouvait pas les accueillir tels qu'ils étaient venus parce qu'ils étaient armés. Les Nations Unies ont insisté sur leur entrée chez nous. Il y a eu l'administration américaine, il y a eu l'administration française. Ils ont fait pression sur le gouvernement et c'est comme ça qu'ils sont entrés chez nous. Le gouvernement avait l'intention de le mettre à plus de 150 km de frontières. Fort malheureusement, le gouvernement n'était pas en mesure de le faire. Et au nom de la solidarité, on nous a obligés de les recevoir. Chez nous, ce que Kagame appelle les FDLR sont là comme des réfugiés. Ils sont là ou ils ne sont pas là? Non, ils sont là. Les FDLR sont là? Non, ce que lui appelle FDLR. Ils sont là comme des réfugiés. Mais il y a une organisation qui est censée gérer ces questions-là. Parce que nous avons donné notre espace. Nous avons donné notre hospitalité. Il ne nous revient pas à gérer les réfugiés, des gens qui ont les statuts des réfugiés, qui sont entrés ici au nom de la solidarité internationale. Ça a commencé en 1994. 2 ans suffisaient pour le Rwanda qui était désarticulé à nous attaquer. Ils sont arrivés, comme l'a dit notre ami, à neutraliser tous les pays, à gérer pratiquement pendant tous ces temps. Peut-être notre ami ne le sait pas, ils ont eu à massacrer beaucoup de Hutus dans notre pays. C'est en termes de millions. Même chez moi, dans ma résidence à Mbandaka, ils ont eu à tuer beaucoup de gens. Et je crois que mon grand frère, mon défunt grand frère, un cousin donc, a eu à faire un rapport. Ça l'a conduit à la mort. Ils étaient d'ailleurs menacés avec la voix des sans-voix, comment il s'appelle encore? Chebea. Ils ont travaillé ensemble avec lui, ils ont rendu un rapport. Fort malheureusement, ce rapport n'a pas été bien traité au niveau national, mais au niveau international, ils ont pris acte de tout ce qu'ils avaient fait. Alors, mais est-ce qu'aujourd'hui, le problème, ces gens que vous dites qu'ils sont là, est-ce qu'ils représentent une menace pour le Rwanda? Alors, mais ça, c'est un autre aspect de la question. Parce que ce qui est vrai, nous devons d'abord établir la responsabilité de la communauté internationale par rapport à la question et par la suite, voir si effectivement il y a une déviation de notre côté.
Je considère que l'État congolais est victime de sa bonne foi. Sincèrement, c'est injuste de la part de la communauté internationale de chercher à nous rendre responsables de ce que nous avons refusé en amont. Nous avons refusé. C'est la communauté internationale qui nous a obligés d'accepter leur venue chez nous. Au lieu de prendre en charge la question de la gestion de leur flux, on nous oblige aujourd'hui d'entrer dans cette guerre-là. Et pourtant, le problème concerné, le gouvernement rwandais qui est venu en 1994, ce qu'ils appellent les Interamwe et le FDLR, et il y a la communauté internationale et plus précisément la chaire qui est censée gérer ce genre de cas. Et le Conseil de sécurité qui nous avait obligés de les recevoir. Nous les avons reçus au nom de la solidarité. Ils ont été traqués par le Rwanda. Ils ont été assassinés chez nous. Mais nous, en tant que sujet du droit international, membres de la communauté internationale, nous ne pouvions pas abdiquer à notre responsabilité de solidarité. On les a reçus dans le cadre humanitaire. Mais cela a occasionné plus de 8 millions de morts. Juste le fait d'avoir accepté le Rwandais chez nous au nom de la solidarité, il y a eu des enfants congolais, des femmes qui ont été tués, massacrés, violés, juste pour justifier leur présence ici. Et ce qui est surprenant, la communauté internationale se désolidarise de nous. On veut nous rendre responsables de ce que nous avons refusé. Et je pense que c'est... Ça cache quoi? Pourquoi Non, mais justement, j'en viens. Parce que le problème, c'est que on doit d'abord circonscrire la situation et par la suite vous dire quelles sont les intentionnalités qui sont cachées. Et donc, nous pensons que le problème dit Interamwe n'est pas notre problème. C'est le problème de la communauté internationale. Alors, donc, d'un côté, l'État congolais est obligé de les sécuriser au nom de la solidarité internationale, et de l'autre côté, l'État congolais est obligé de les rapatrier. La question principale, c'est celle-ci, M. Alain Bolodja. Je ne refuse pas ce que vous dites. Je donne bientôt la parole à M. Joel Kitenge. Est-ce que ces gens-là sont-ils au Congo? S'ils sont au Congo, ils peuvent être au nombre de combien? Non. Et est-ce qu'ils sont armés? Non, le problème, c'est que vous voulez directement attaquer les symptômes. Moi, je vous parle du virus. Parce que le problème, c'est que si nous cherchons à résoudre le problème FDLR sans comprendre le pourquoi sont-ils chez nous, on risque de taper à côté. Voilà pourquoi votre fameux gouvernement a tapé à côté. En faisant quoi? En prenant, par exemple, l'engagement de les neutraliser. Vous allez neutraliser les réfugiés. On va neutraliser les réfugiés. Responsabilisons par contre la communauté internationale. C'est sa question, c'est son dossier. Alors, si vous entrez en profondeur, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Terminé, je donne la parole à M. Les centres d'intérêt internationaux voulaient neutraliser le pouvoir de Mobutu. Ils ont cherché à utiliser un groupe de jeunes, Tutsi. Ils ont d'abord commencé à avoir le pouvoir au niveau de l'Ouganda, avec l'appui du Kenya. Ils ont recruté des jeunes dynamiques au niveau du réseau Imatuchi, qui ont été formés au niveau des États-Unis. Parmi ces jeunes, il y a notamment Kagame. Kagame, qui était un agent de renseignement de l'armée ougandaise, tout en étant rwandais, a été utilisé justement pour créer les conditions afin de créer un couloir dit humanitaire, de déverser le Hutu qui était au pouvoir chez nous, afin de trouver le prétexte de nous attaquer et de récupérer une partie de notre pays. C'est un plan planifié bien avant. Non, mais bien avant, cher ami. Par les États-Unis d'Amérique. Les intérêts américains sont là. Il y a le juif, Israël est là. Il y a d'autres pays qui ont servi des bras séculiers. À l'époque, au départ, la France n'était pas directement impliquée parce que la France protégeait ses intérêts à partir d'Abiyarimana. C'est-à-dire qu'Abiyarimana était un élément de la sécurisation des intérêts des Français. Lorsque les choses ont évolué, le Rwanda a pris ce qu'ils appellent le génocide comme prétexte pour faire du chantage à la France. La France a mordi à l'hameçon. Aujourd'hui, nous sommes seuls au nom de la solidarité. Je condamne l'attitude de ces fameux gouvernements qui traitent cette question avec légèreté. Et je pense que nous devons plutôt marteler sur la responsabilité de la communauté internationale et sur le côté humanitaire de notre démarche. Merci beaucoup, Monsieur Alain Bolodja. Maître Kitenge, est-ce que vous avez l'impression également, comme l'a dit votre collaborateur en face, que le gouvernement traite cette question avec légèreté
déjà en partant, en ayant un double discours. D'abord, nous disons, le chef gouvernement dit que ce sont des rebelles qui sont des... Il n'y a pas des FDLR, ils sont pas sur notre territoire. Et puis en signant ce communiqué qui, entre guillemets, reconnaît leur nuisance. Ben, il faut aussi noter d'abord dans les communiqués, pour ne rester qu'honnête, Oui. cet aspect de signature s'inscrit dans les cas des aspects où il y a une divergence entre les deux parties. Convergence ou divergence? Divergence. Lisez bien, c'est 103 pages ce communiqué. Prenez chaque page et vous trouverez qu'on a soulevé 2 ou 4 points de divergence entre le Rwanda et la RDC, dont le Tundula et Biruta, avec l'autre Antonio, le chef de la diplomatie angolaise, ont dit signer. Ça, c'est un aspect d'abord premier. Du point de vue de la suite, je ne voudrais pas y demeurer beaucoup plus longtemps dans l'aspect historique, qui est aussi les fondamentaux de comprendre cette question, puisque nous ne devons pas aujourd'hui, comme on l'a dit à Lingala, s'attaquer à la fumée et non pas comprendre comment on a tissé le feu. Oui. Kengo, certes avancé en âge, mais il a encore sa mémoire. C'est lui qui était le chef du gouvernement lors de l'époque. Exact. En 1994. Il était le premier ministre. Et il s'est expliqué certainement dans l'émission qu'ils ont fait avec Christian Sakonou, Mémoire, quelque chose de comme ça, mémoire, j'oublie encore le nom là qu'on a intitulé cette émission. Il s'explique à long et à large autour des questions. Il a même écrit autour des questions. Et il n'est pas tard. C'est un citoyen, c'est un dignitaire qui a fonctionné, travaillé pour ce pays. Le gouvernement peut recourir à cette... C'est une ressource Non, humaine. bon, l'écoutez. L'écoutez. Pourquoi Je ne vais pas m'atteler sur des origines des uns des autres, là c'est un peu très bas. L'écouter et voir. Puisque l'aspect humanitaire, comme il est dit, leur statut, ce sont des réfugiés. Parmi l'opposition que les Zaïre de l'époque refusaient à accueillir cette troupe dite, comme je l'ai résumé en termes ethnico, Hutu, c'est par le fait qu'ils étaient armés. Mais la dite communauté internationale a dit, vous les accueillez avec leurs armes, puisqu'ils se sentent dans l'insécurité, ils peuvent s'autodéfendre eux-mêmes, puisque le pouvoir qui vient de changer au Rwanda, certainement, ils vont les traquer. Ils doivent avoir le moyen de se défendre. On les donne le statut de réfugiés tout en les gardant avec leurs armes. On nous a dit d'ouvrir le couloir. Est-ce qu'on nous a imposé... Les gouvernements, bien sûr, c'est ce qu'Alain Boulonja vous a dit. La question, est-ce qu'on nous a imposé, on nous a dit, ne les désarmez pas, laissez-les avec leurs armes, restez au Congo. Écoutez, les droits aussi longtemps qu'ils sont humanitaires, sur notre territoire. les droits publics de manière tant interne qu'internationale, ou encore le droit humanitaire qui est tout en cours, un chapitre surtout dans notre faculté de droit, à ce préalable. Là, nous sommes sur une question internationale. Lorsque vous ouvrez un couloir et que ces hommes arrivés ont un statut de réfugiés, là où ils y sont, quoi que c'est votre sol, ça a une autre connotation, un autre langage qu'est-ce qu'on appelle? Un autre langage de ce qui doit être considéré de leur endroit. L'endroit là où ils sont, c'est considéré comme une ambassade. J'utilise un langage un peu terre à terre. Puisqu'ils ont un statut. Des millions de personnes. Ils ont un statut de réfugiés. Ça, c'est dans l'histoire. L'aspect de massacre, certainement, il y en a eu. À Makobola, il y a eu d'abord le Congolais, ensuite Makobola DCT, à Mwenga, à Shabunda, à Uvira, à Mbandaka et à Kisangani, les Hutus en ont payé cash. Les Hutus congolais. Mon frère, Non, je ne le parle Rwandais. pas de Congolais, je parle de Rwandais. Je parle de Rwandais. Dans nos ethnies, nous n'avons pas une ethnie qui s'appelle Hutu. Ça, oui, je l'ai toujours il dit. n'y a pas de Hutus Non, congolais. non, parmi nos ethnies, il n'y a pas une ethnie congolaise qui s'appelle Hutu. Il n'y a non plus une ethnie congolaise qui s'appelle Tutsi. Ça, il ne faut pas falsifier l'histoire. D'accord. On ne Allez-y. cherche pas, on n'y entre pas, qui ne veulent ou qui ne veulent pas. C'est ça la vérité chez nous. Allez-y. Mais dire qu'il y a des gens qui habitent au Congo qui parlent la langue rwandaise, oui, il y en a, mais ethnie, c'est autre chose. Les Libanais aussi parlent le Lingala, mais ce n'est pas autant qu'ils sont devenus Banyanga ou les Bayanzi. Non, c'est ce que je vous dis, les Indiens aussi en parlent. Ils apprennent même nos langues. Ceux qui vivent à Kolwezi, vous trouvez qu'ils parlent Kiswahili, Kilubakati même. Vous trouvez des Libanais qui sont à Malembakoulou, qui vendent leurs marchandises en parlant Kilubakati. Et c'est ce qui fait autant qu'ils sont devenus Balubakati. Non, ça, ethnie, c'est autre chose. La langue, comme l'expression linguistique, c'est autre chose.
Alors, dans ce contexte, moi, je crois que le gouvernement de la République chercherait à ce que la responsabilité ici soit partagée par la communauté internationale et de la responsabilité qui nous revient. Est-ce que la communauté internationale, ou ceux qui en parlent, comme nous brandissons le preuve de la présence de l'armée rwandaise par le fait qu'on a capturé certains ans, est-ce qu'une fois, le Rwanda a-t-il déjà capturé des combattants qui viennent sécuriser le Rwanda 2-3 fois et qui se déclarent nous sommes Iteramwe ou FDLR ou nous venons de la République démocratique du Congo et ils les brandissent comme preuve, où la communauté internationale peut documenter ça et préciser à travers nos 145 territoires, c'est dans quel village là où sont les FDLR, c'est dans quelle zone. Les États-Unis, l'ambassade des États-Unis aux Nations Unies disait que le problème principal, c'est que dans cette région, c'est qu'il y a le côté congolais, on soutient, le gouvernement congolais collabore avec les FDLR. Du côté Rwanda, le Rwanda collabore avec les M23. Donc nous appelons les deux États à cesser de collaborer avec ces groupes armés. La théorie du mensonge, c'est quoi, du point de vue de la communication internationale, même en interne, c'est d'affirmer des choses dont on ne peut pas documenter les prouver. Je vous dis, le Congo ne vit pas dans l'espace et dans le temps. Est-ce que dans les territoires qui composent l'ensemble de l'Est, ces FDLR dont fait allusion, réfugiés qu'on peut les appeler aussi, ou Iterama, ils vivent où? On va vous dire, avant que l'homme 23 attaque Bunagana, ils étaient au Mont Savigno, après les accords de 2013. Mais le Mont Savigno est identifié, non? On sait que c'est allé tel kilomètre de tels endroits, ils étaient regroupés là. C'est dans quel village où sont ces hommes? Même quand le gouvernement prend un tel engagement, ils vont aller les prendre dans quel village? À Bikoro? Ou ils vont aller à Lodja? Pour aller les... C'est ça la question. Ils sont combien? Le gouvernement de la République n'a jamais travaillé avec l'FDLR. Nous ne connaissons pas dans notre armée, parce que quand on a donné beaucoup d'éléments sur l'infiltration des personnes venues du Rwanda qui intègrent les FARDC, je vais vous dire, vous auriez du mal de brandir 3 officiers ou ici des FDLR qui font dans les FARDC. Mais par contre, vous pouvez présenter plus ou moins quelques centaines des officiers Tutsis qui viennent de l'armée rwandaise qui sont de FARDC. Ça, c'est visible, c'est clair. Et qui sont dans la police, qui étaient, qui le sont. On les a. Comment? Maintenant, le Hutu, dites-nous au moins un général Hutu, ici des FDLR, du temps depuis l'entrée de l'AFDEL, du temps de Joseph de 18 ans, et celui de Félix, son nom c'est qui? Et demandez-moi s'il y a des généraux Tutsi ici de l'armée rwandaise, je peux vous en donner 15. Tout de suite, avec leur nom, leur grade, leur identité. Connus de tout le monde, de la police et des FARDC. Ça, c'est un mensonge que nous ne devons pas être mordus à l'hameçon. Tu sais, dans la technique de négociation, c'est vrai, chacun pousse un peu la barre très haut pour tenter de jouer à l'opinion. Mais ici, ne regardez pas, retenez au moins l'idéal, là où nous nous mettons d'accord avec les bourgeois, dans l'esprit que ces jeunes-là, Tutsis qui étaient formés en Ouganda, les autres, on les a envoyés aux États-Unis dans les camps de réfugiés rwandais où Tan Kagame ou James Kabarebe sont venus. Ils ont créé le nom, ils ont baptisé ces jeunes-là Nkotani. Nkotani. Et dans le Kotani, ils deviendront, il dit, nous sommes des Kankrela, Nkotani à Kinyoranda, ça veut dire combattants. Et ils ajoutent Nkotani, Nyenze, Nkotani, ça veut dire nous sommes des Kankrela, combattants. Nous sommes nombreux, on nous tue, nous survivons. Et ils commencent leur bataille. L'objectif avec Bill Clinton de l'époque, c'est pour créer ce que vous êtes en train de voir. C'est un plan qui date... Mais la solution, il faut une efficacité d'abord de la maîtrise de la question et du langage ferme. Vous avez l'impression que notre gouvernement a la maîtrise de la question? Vous avez l'impression que... Je ne donne pas l'impression, puisque quand on prend un engagement, au moins, d'ailleurs, on peut retenir que ce qui a été signé à Luanda, c'est une réunion préparatoire qui n'est pas un communiqué final. On peut considérer que c'est déjà dans les parties de débat. Mais néanmoins, l'intériorisation de la question vous donne déjà l'aperçu sur les solutions envisagées. C'est à nous de voir. Le fond diplomatique, on le sent. En écoutant la sortie médiatique de Kagame de tout à l'heure, on le sent qu'il est asphyxié de voir que Tshisekedi a réussi à influencer
le chef d'État de la SADC. de la SADC et de partout, ça veut dire d'un côté la diplomatie, c'est Kagame qui reconnaît l'efficacité diplomatique de Tshisekedi pour influencer ses homologues. Merci. Et il en donne même un exemple typique. Oui, merci. Quand il cite, je vais citer par là, Oui, vous le laissez. tout à Quand il cite Ndayishimiye du Burundi, qui j'ai parlé avec lui, il m'a garanti que son armée n'ira pas combattre la République démocratique du Congo. En Jeune Afrique, Kagame dit Ndayishimiye c'est un menteur. Aujourd'hui, son armée est là. Donc, il trouve que même l'influence qu'il avait sur Ndayishimiye et les rêves, il est en train de le perdre au profit de quoi? De Tshisekedi. Et là, c'est un aspect avantageux que Kagame s'est exprimé, a fait une sortie médiatique à une position de faiblesse. Merci, maître Kitenge, Joël Kitenge. Je reste sur cette interview. Le journaliste pose la question à M. Kagame. Il y a des rapports des Nations Unies qui démontrent que vous êtes au Congo. Il y a même les chefs d'État de plusieurs des grandes puissances qui vous ont demandé de quitter le Congo. Kagame ne répond pas à la question. Il dit au Congo, il y a le discours de haine envers une communauté, celle des Tutsis congolais, plus largement des populations parlant Kinyarwanda et la présence des forces démocratiques de libération du Rwanda. Pour lui, il y a deux raisons. Il y a le discours de haine et il y a les fameux FDLR. Est-ce qu'il y a un discours de haine exactement contre cette communauté dite Tutsi au Congo? Bon, heureusement, vous insistez sur le concept communauté. Parce que c'est ça qu'il dit. Vous ne parlez pas des tribus. Heureusement, c'est déjà un bon départ. Mais je voudrais vous dire le maladresse de ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'apparemment, notre ami a tenté de dédouaner leur gouvernement. Mais je tiens à vous dire que dans le rapport, le communiqué final sanctionnant l'affaire des assises de Nairobi, vous avez reconnu effectivement que vous ne devez pas soutenir les FDLR. Si vous lisez même le communiqué final de Luanda, c'est la même chose. Vous savez que quand vous allez négocier au nom de l'État, vous semblez ne pas prendre le soin de lire ce que vous signez. Monsieur Félix Tshisekedi a posé sa signature sur deux documents où on nous incriminait le fait d'avoir soutenu les FDLR. Réalisez le document que vous-même vous avez signé. Et aujourd'hui, votre fameux gouvernement se permet de dire à la communauté internationale qu'il va mettre en place un plan de neutralisation des FDLR. C'est-à-dire qu'ils sont en train de vous amener dans un guet-apens. Ils vous ont amené dans un guet-apens. Ils vous font avouer des choses qu'en réalité, vous ne devez pas les dire. Pourquoi mettre en place un plan de neutralisation? Il suffisait seulement de brandir les statuts des réfugiés et puis la communauté internationale allait prendre en charge cette question. Pourquoi avoir pris cette posture? Parce que justement, vous n'avez pas compris que l'idée de Kagame, c'était justement de vous amener à avouer que vous avez utilisé maladroitement le FDLR contre le Rwanda. Tenez, lorsque M. Félix Tshisekedi promettait de faire la guerre contre le Rwanda, de renverser les régimes du Rwanda et d'imposer la démocratie. Vous ne savez pas que cet audio, cette vidéo a été exploitée au niveau des services et aujourd'hui, c'est ce que le Rwanda brandit comme preuve. Comme preuve pourquoi? Mais justement parce que vous voulez renverser son pouvoir. Pour attaquer le Congo? Non, mais vous voulez renverser son pouvoir en utilisant ses opposants. Voilà. C'est-à-dire qu'il suffisait seulement de tourner votre langue, cette fois, pour nous empêcher d'entrer dans ça. C'est une maladresse. Non, mais grave. Très grave. Mais c'est la vérité. Non, mais la vérité, nous sommes en politique et nous sommes en diplomatie. La vérité, ça veut dire quoi? Mais tout le monde sait que Kagame, c'est lui qui est en train de tuer nos populations. Non, mais attention, c'est ce que nous disons. Mais aucun document signé par M. Félix Tshisekedi ne l'a dit. Il a signé deux accords, il a signé deux communiqués finaux sanctionnant la fin des assises, que ce soit au niveau de EAC, qu'au niveau de la SADC et de l'Union africaine. Ils n'ont jamais mentionné cela. Mais pour nous, on a mentionné. On nous demande de ne pas soutenir les FDLR. Nous aussi, on demande que l'armée rwandaise quitte le territoire. Non, mais vous avez demandé ça où? Mais c'est parmi les points de divergence. Non, mais le point de divergence, c'est ce que vous dites à la télé. Mais le document que votre gouvernement a signé n'a jamais responsabilité le Rwanda par rapport à la question de M23. Aucun document, je défie quiconque.
Aucun. On demande aux pays voisins de ne pas soutenir le M23. Mais on n'a pas dit clairement que le Rwanda était responsable de ce qui nous arrive. Et déjà d'ailleurs, vous considérez le M23 comme des rebelles. Alors qu'en réalité, on devait le considérer comme un groupe terroriste. Et je crois que c'était ça, les résolutions prises après l'accord d'Addis Abeba. Ils ont eu le statut de terroristes. On devait maintenir cette position jusqu'à la fin. On a vacillé dans nos positions. À un certain moment, on le considère comme des terroristes. À un autre moment, on le considère comme de groupes armés simples ou sinon des rebelles. Cela fait que notre discours est ambigu au niveau international. Alors que le discours de Kagame est en train de prendre plutôt de l'ampleur. Lequel le discours? Parce qu'aujourd'hui, on nous impose à nous de neutraliser les FDLR. C'est-à-dire qu'on sait que nous avons utilisé les FDLR, et fort malheureusement, avec beaucoup de maladresse, M. Félix Tshisekedi a le dire. Et aujourd'hui, c'est ce que votre gouvernement est en train de dire. C'est-à-dire que le gouvernement vient de valider l'approche de Kagame. En prenant cette fameuse décision, vous validez. Non, mais les travaux préparatoires sur base des accords. Qui préparent la rencontre de Tshisekedi et de Kagame. C'est-à-dire que non, mais cher ami. La rencontre finale, certainement, ça sera non, mais cher ami. Tshisekedi non, et Kagame. Attendez. Mais la question... L'option de ne plus soutenir les FDLR est déjà dans les deux communiqués précités. Ici, il s'agit du plan opérationnel. Comment y arriver? Attention, nous sommes ici dans la programmation. La décision a déjà été prise. Félix Tshisekedi et son gouvernement ont reconnu avoir eu l'intention d'utiliser les FDLR. Maintenant, on leur demande de proposer un plan opérationnel. Ce qui veut dire que vous avez validé l'approche de Kagame. Et je trouve ça très maladroit. Alors, c'est vrai que c'est une réalité dramatique. Il y a possibilité d'y mettre fin. Moi, je pense que si nous voulons user de notre intelligence... Comment régler cette question? Non, mais la grande question, pour régler cette question, il faut d'abord avoir un commandant en chef aguerri, des gens qui sont sérieux, pétris de valeurs, et qui ont une connaissance approfondie de la question. Et ça va résoudre beaucoup de problèmes. Parce que je ne pense pas qu'en allant de sommet en sommet, de rencontre en rencontre avec Kagame, on va résoudre le problème. Parce qu'il y a des intérêts croisés par rapport à la question sécuritaire dans la partie Est. Si nous n'arrivons pas à cerner tous les intervenants et leurs intentions, on risque de négocier avec Kagame et demain, il y aura un autre problème avec Museveni. Parce qu'apparemment, on veut dissocier les deux. Ce que je vous dis, je crois que tous les conscients de notre pays le savent, nous sommes victimes de la vision Imatuchi, qui n'est pas seulement portée par le Rwanda, qui est portée par l'essentiel des membres des États, membres de EAC. À cette question, on semble négliger, mais je tiens à vous dire, on ne pouvait pas prendre Bunagana sans l'aide opérationnelle, technique de l'Ouganda. Attention. Parce que vous êtes en train de critiquer le gouvernement, vous dites que le gouvernement il prend la question à la légère, le gouvernement est en train d'être mené en bateau par le Rwanda. Ou sinon le gouvernement est complice. Non. Ah mais oui. On ne peut pas le dire ça quand même. Non mais moi je peux le dire. Ou sinon le gouvernement est complice, ils sont dans ces complots. Parce que quand vous prenez les attitudes assez ambiguës, que ce soit de M. Félix Tshisekedi et de ces fameux gouvernements, mais je suggère que nous ayons un gouvernement sérieux. Un président sérieux, capable de bien orienter, capable de bien... Non, mais vous l'appelez chef de l'État, mais je dis, il faut que nous ayons un président sérieux, un gouvernement sérieux, afin de donner de bonnes orientations. Parce que nous étions victimes hier. Apparemment, aujourd'hui, on veut nous présenter comme de bourreaux. Et on vous dit, non, voilà, il y aurait un message, un discours de haine contre une communauté. Merci. Non, s'il vous plaît. Vous avez accordé beaucoup de temps. Vous êtes presque à la fin. Ah, ok. On vous dit en nous acharnant contre une tribu, apparemment, il veut utiliser le même discours que Poutine. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont au Congo, qui sont traqués justement parce qu'ils appartiendraient
à la race, Tuchi, ils sont traqués. Mais je peux vous certifier, pendant 4 ans, M. Félix Tshisekedi a géré, dans son gouvernement, il n'y avait aucun ministre de l'Équateur. Équateur en tant que province, aucun. Mais je n'ai jamais vu un gouvernement de M. Félix Tshisekedi sans un bon, comment on les appelle? Sans un Banyamulenge. Vous comprenez? C'est-à-dire que notre pays a fourni beaucoup d'efforts, bien que personnellement, je sais que ces discours a pris de l'ampleur à cause de maladresse de M. Félix Tshisekedi. Il a dit ouvertement que non, Banyamulenge Banyamulenge Banabiso. Mais si on demandait à M. Félix Tshisekedi d'identifier les Banyamulenge sur le plan historique, avant 1960, il n'arrivera pas à le faire. C'est-à-dire qu'il est emporté, et moi je considère pour ma part, que ce soit M. Félix Tshisekedi, que ce soit son gouvernement, ils sont dans la vision Imatuchi, ils sont en train de chercher à fragiliser notre gouvernement, notre État, notre armée, justement pour permettre aux ennemis de la République qui sont liés à lui dans leur réseau. Vous êtes Congolais, vous pouvez non mais être Congolais ne m'interdit pas de dire la vérité. Soutenir votre gouvernement. Non, je ne suis pas obligé de soutenir un gouvernement des traîtres. Je ne suis pas obligé. Merci beaucoup, Monsieur Alain Bolodjo. Maître Joël Kitenge, je pense qu'on va prendre la deuxième thématique pour pouvoir avancer. C'est le prochain gouvernement qui est annoncé. Monsieur Kabouya venait de dire tantôt qu'on est déjà 90% du travail est fait. Donc très incessamment, on aura le formateur du gouvernement. Alors, Maître Joël Kitenge, qu'est-ce qu'il nous faut pour nous démarquer? Parce que c'est le dernier mandat du pouvoir en place. Le chef a dit nous allons combattre les erreurs. Nous n'allons pas commettre les erreurs du passé. C'est le dernier mandat. Il faut marquer l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un programme du gouvernement qui soit un bon, ou il faut des hommes compétents, ou les deux à la fois? Les deux à la fois, je vais répondre à cette question après. Les deux à la fois, programme et compétences. Ça, c'est clair. Quand on a un programme et que des hommes à piloter ces programmes ne font pas un bon profil de compétences, ça va poser un problème. Donc moi, je dis déjà dans la réponse, les deux à la fois. Et je mets cette question en suspens pour revenir avec toutes les déclarations gravissimes qui ont été dites devant ce plateau par mon frère et co-débatteur. Je sais que nous avons échangé aujourd'hui dès le début de ces éléments, hormis quelques aspects de nuances, on a presque pas mal convergé d'idées. Pourquoi? Puisqu'il s'agit du Congo. Il s'agit de notre peuple, il s'agit de notre État. Notre pays. Le gouvernement ou ceux qui dirigent, c'est une partie des Congolais. Certes, ils sont en train de présider à ce destin, mais le Congo, c'est au-delà du gouvernement. Au-delà de Félix Tshisekedi, au-delà du ministre, au-delà de tout cela. Et quand on parle du Congo, on parle de Félix Tshisekedi, d'Alain Boulonja, de moi, de Dan et des autres. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y. C'est ce qu'il veut vous faire croire. Félix Tshisekedi, devant chaque tribune, il a déclaré, et le gouvernement de la République l'a fait, le Parlement congolais, par une résolution, a voté considérant le M23 comme un groupe terroriste, et le langage n'a jamais changé. Quel document sur Laissez-moi terminer. Et le langage n'a jamais changé. Même la dernière fois où il a fait une sortie médiatique à côté de M. Mouyaya, n'est-ce pas? Sortie médiatique. Déclarant, je préfère dire ça comme ça si vous voulez, déclarant qu'il s'est montré disponible à discuter avec Paul Kagame, il a montré les raisons pourquoi il ne discutera pas avec les M23. Et au cours de cette émission, il a encore soutenu que ce sont des terroristes. Le Parlement congolais, considérant qu'ils sont des terroristes, a pu prendre une résolution de non-brassage, de non-intégration dans l'armée nationale, tout homme ou tout agent issu de groupes terroristes dont il y a les ADF, M23, il y en a la liste d'un certain nombre de groupes qu'on en a qualifiés. Et c'est fit la déclaration plus tard, n'est-ce pas, du département d'État aux États-Unis, considérant le M23 comme un groupe terroriste. Ils sont sanctionnés et le reste. D'abord, je sais qu'on peut reprocher un gouvernement sur des aspects où vous n'êtes pas d'accord, et c'est des discours d'opposants, on comprend. Mais néanmoins,
ignorer, je sais qu'il a toujours joué à des fois à l'honnêteté, ignorer quelque chose que tout le monde le considère, jusqu'à la dernière minute que Tshisekedi est allé à Luanda, il n'a pas évolué dans ce langage de considérer M23 comme les terroristes. Ça, c'est un langage réel. Tshisekedi n'a jamais ménagé un effort dire que l'armée rwandaise est ici. Même dans le dernier communiqué préparatoire, le tout que vous avez abordé qu'un seul aspect, il a été dit les retraits de RDF dans ce texte. Vous l'avez. Parmi les points de divergence. Non. Oui, le Rwanda est d'accord. Lisez. Oh là là. Ne Des forces et des défenses, puisque je dis, le Rwanda est d'accord dans ces contextes, mais il a créé les divergences en soutenant que cela ne peut être fait que si on impose quoi? Un cessez-le-feu et le désengagement de toutes les parties et les forces actives dans ce conflit. Quel point? Pourquoi divergent? Puisque l'État congolais, il dit, l'armée congolaise, qui a une mission de défendre l'intégrité du territoire congolais, vous dites à une armée nationale sur son sol de se désengager. Ce n'est pas au même titre entre une armée étrangère venant de notre pays pour venir. D'un autre aspect, ça c'est aspect 2. C'est responsable d'avoir déjà signé cet engagement pour dire qu'il y aura un plan de neutralisation. Non. Là, vous nous retournez sur la question de neutralisation de FDL. J'en ai expliqué à long et à large. Je ne pourrais pas revenir. Je l'ai dit, même Alain est revenu là-dessus sur son aspect. Oui. On a déjà dit les plans de neutralisation. Nous parlons de la présence de l'armée rwandaise. Lorsque Kagame fait cette sortie médiatique, nous considérons du point de vue communicationnel qu'il affirme qu'il n'y a pas l'homme 23. Celui qui est au Congo. Oui. Et s'il est au Congo, c'est puisqu'il est ethnie, n'est-ce pas, marginalisé, les discours de haine. Là, Kagame, par cette sortie médiatique, vient de passer aux aveux, reconnaissant qu'il n'existe pas un 23. Donc, un 23, ou du point de vue du gouvernement, ce n'est que des terroristes. Kagame dit, c'est moi qui est là, et je suis venu pour les toutes et ceux qui parlent de Kinyarwanda. Vous comprenez un peu que nous, armée congolaise, nous allons à Brazzaville pour aller chercher les Batéké. Puisqu'ils sont les Batéké, on dit que ça c'est un exemple, hein, ça les marginalise. Ou nous allons à Cabinda pour chercher une poignée de ceux qui viennent du royaume de Mani-Congo. À Cabinda, en Angola, je parle de Falijon, pour aller les chercher. On dit que nous sommes ici, armée congolaise, puisqu'il y a des cabinets, les cabinets sont les Né-Congo. Vous trouvez en plein 21e siècle le rabais du raisonnement. Parlons-en. Massalé Bolonjoa a de ça commencé à effleurer. Et tout en lui disant que dans le gouvernement, il y a 4 ans, il y avait un natif de sa province. Oui, d'après le découpage, c'est Junior Mata. Pardon? Junior Mata, le vice-ministre de Finances. Oui, vice-ministre. Oui. Non, ça c'est pour affirmer, c'est mon frère et ami et compatriote, donc qui est de là. Et je me souviens même la raison de sa cooptation. La raison de sa cooptation dans le gouvernement, c'était cela, puisqu'il s'agissait, après on s'est rendu compte, on s'est trompé sur l'appartenance de la province d'Eteni, à l'époque, et de Acacia Bandubola. Ah, non, oui, ils sont aussi de l'Équateur, mais après le découpage, celui-ci se retrouve dans, mais la partie Équateur n'a pas pu... Ça, c'est l'État qui raisonne, là. Non, ça, je lui ai dit, hein, puisque la formation du gouvernement tient compte de la représentation nationale et des équilibres géopolitiques. Mais néanmoins, les Tutsis dont question, et je le répète chaque jour, ce n'est pas une insulte, c'est une vérité. Il parle particulièrement des Tutsis et de tous ceux qui parlent la langue rwandaise. Je l'ai toujours affirmé et répété. Tout en regardant l'ancien président de la République, il est aussi rwandophone. Joseph Kabila. J'insiste, rwandophone. Vous attendez mon mot. Il parle linguistique, non? Il est aussi rwandophone. Et cette ethnie a déjà eu à diriger le pays pendant 18 ans et avoir un président de la République, avoir un vice-président de la République, avoir plusieurs ministres, avoir le Tutsi, avoir je dis, hein, l'ethnie de Rwandais. Je reste dans ces mots, puisque lui n'a pas parlé que les Congolais Tutsi. Non, lui aussi, je vais arriver dans l'aspect des... Il a mis en difficulté ceux qui, entre guillemets, parlent la langue rwandaise et se déclarent être Congolais. Kagame vient de le mettre en difficulté.
Puisque dans ses propos, il n'a pas parlé de Congolais Tutsi, j'ai dit, ou il dit ceux qui vivent au Congo de l'ethnie Tutsi. Alors, quand on parle de l'ethnie Tutsi, on parle de qui? Des Rwandais. Pas de Congo. Ça, il faut bien noter. Les Rwandais qui sont au Congo. Si on parle d'une communauté, là on parle maintenant des étrangers, ça c'est clair. Moi je reste dans ces mots. Je suis en train de parler du discours de Kagame. On a eu Bisegimana ici. Je ne parle pas Bisegimana de tel cabinet de Mobutu, je parle Charles Bisegimana qui dirigeait la police. Je parle de Obed de Rubassurwa qui vient de changer. Il a fait remise et reprise avec Chico comme chef d'état-major général adjoint chargé des opérations. Obed de Rubassurwa. Je parle de Pacifique. Hein? Vous avez fait partie Chico? Non. Quand Chico a été nommé, okay. il avait fait une remise et reprise avec Obed de Rubassurwa. Je parle de Pacifique Massunzu, qui est le commandant de la 2e zone de défense, le numéro 1. Et celui qui, en 2013, s'était opposé à la prise de Bukavu avec ses hommes, lui-même venant du CNDP, s'est opposé, et c'est la tête à battre qu'on cherche toujours au Rwanda. Et je ne parle pas d'Azeria Soubera, je ne parle pas de Guizaro, je ne parle pas de Baïzire, je ne parle... Ils y sont nombreux même dans ce gouvernement, il y en a deux. Nickel. Oh mon frère, je l'ai déjà cité, toi tu es en train d'attendre Bozo Mukalisou comme la zone 4-5 fois. Non, mais Guizaro lui-même te dit à la télé, je suis un Tutsi. Et c'est moi qui l'ai dit. Il ne se présente pas comme Tutsi, mais devant tout le monde quiconque veut l'attendre. Est-ce qu'il s'en cache? Dans la mer, il n'y en a pas. Il n'y a pas il n'y a pas cette tribu au Congo, comme vous l'avez dit. Non, je l'ai dit, je ne me suis pas... c'est entre frères. Je n'ai pas mentionné le mot. Ça, c'est entre j'ai dit pour ethnie, nous n'avons pas cette ethnie. Une communauté sur quoi? On voyage à travers le monde. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas une communauté congolaise en France? N'y a-t-il pas une communauté congolaise en Amérique? En France, qui est au gouvernement. Ça veut dire c'est des Congolais qui vivent en France ou des Congolais qui sont devenus français, mais il ne peut pas dire que je suis breton. Naturalisé. C'est ça il ne peut pas dire que je... Bien sûr, l'ordonnance de Mobutu en est une preuve. Est-ce qu'on peut naturaliser? On peut naturaliser un autochtone. L'ordonnance collective dont Bisegimana, le président du cabinet, est-ce qu'on peut naturaliser moi tel que je suis? On peut prendre une ordonnance pour faire de moi Congolais. Merci, maître Jean. Mais cette ordonnance de Mobutu, analysons dans le contexte, on parlait bel et bien des étrangers. Merci beaucoup. On ne parlait pas des autochtones. Donc le gouvernement, pour ne s'arrêter que là, tenant compte des compétences, du programme, et nous le savons d'ailleurs, que le défi de ce quinquennat, c'est cet aspect où nous venons de débattre, de ce qui se passe à l'Est. L'insécurité. Reste la priorité, la leitmotiv même de ce que ce gouvernement doit relever défi avant d'aborder beaucoup d'autres aspects actifs de la vie de la nation. Merci beaucoup, monsieur Alain Bolodjoa. Je crois que nous sommes en train de chuter, si la régie est en complicité. Peut-être que ce sera le dernier tour de table. Alors, je vous donne 6 minutes, vous allez conclure. Prochain gouvernement, vous le voyez comment? Taille, compétences, mission, votre préférence? Bon, je n'ai même pas de préférence parce que je ne fais confiance ni à Félix Tshisekedi ni à ceux qui sont autour de lui. Et je pense que nous devons nous ressaisir, chers concitoyens. Vous venez de suivre des déclarations graves, je dirais même gravissimes de notre ami. Il vous dit avec autant de légèreté qu'il y a beaucoup de Rwandais qui ont été nommés par M. Félix et qui, quand même que lui, de son côté, il le condamne. Naturalisés congolais, comme il l'a dit. Non, ils sont naturalisés congolais, certainement qu'ils ont des jugements supplétifs. Ils ont un jugement qui leur accorde la nationalité. Il y a un décret, parce que ça ne doit pas se faire de bouche à l'oreille. Déjà, ils confondaient l'origine des Téni et les autres, alors qu'ils avaient la possibilité, il suffisait seulement de lire les CV et de demander l'origine de ceux qui devaient être nommés. C'est après, 4 ans après, qu'ils se sont rendus compte que toute la province de l'Équateur n'était pas représentée. Je tiens à vous rappeler, tous les généraux ressortissants de l'Équateur ont été chassés de l'armée. Allez vous renseigner. On n'en avait que 2. Non, c'est à l'époque de Kabila. Non, Félix Tshisekedi. De qui est qui? Non, le général Ondekane. Il a été envoyé en retraite à l'âge de 58 ans. Allez vous renseigner, la province de l'Équateur n'a pas de généraux. Et l'autre?
Vous comprenez? C'est-à-dire que... Donc, il n'y a aucun général... Non, mais renseignez-vous. Je ne l'interromps pas. Ondekara a sollicité lui-même. Ça bon, ça c'est ce que vous dites. Vérifiez Non, mais c'est ce que vous dites. A sollicité Non, mais c'est ce lui-même que vous d'aller dites. arrêter Alors que la tout Constitution ce affaires. exige à ce que quand vous faites de mise en place dans l'armée, tenez compte de la représentativité de province. Citez-moi un général ressortissant de l'Équateur, province de l'Équateur. Parce que vous êtes dans la confusion, vous risquez de considérer un monsieur de la Chuapa comme un monsieur de l'Équateur. Et donc, allez vérifier. Il a sollicité. Non, mais il était le dernier général. Apparemment, vous ne vous intéressez pas. Peut-être si vous allez compter le général Ingende, peut-être. Donc pour vous, déjà, ce mandat est déjà... Non, mais le mandat, c'est un échec. ils ont déjà mal commencé. Le fait seulement qu'ils ont accédé au pouvoir par des voies scabreuses. Le fait seulement qu'ils sont aliénés aux intérêts des étrangers. Le fait seulement que l'essentiel de ceux qui veulent avoir le pouvoir ne cherchent qu'à avoir une taille financière. Ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de programme. Le fait seulement que l'essentiel de ceux qui vont travailler ont déjà eu à travailler et ils ont échoué lamentablement. Toutes choses étant égales par ailleurs, on aura le même résultat. Parce qu'il n'y a rien de nouveau en fait. Il n'y a rien de nouveau. Ils n'ont pas innové. Mais l'épineuse question, c'est la question sécuritaire. Ils commencent déjà mal là. Ils commencent mal. Ils sont en train de servir la cause du Rwanda contre nous. Non, c'est quand même très fort ce que vous dites. Non, mais je vous dis, ce sont des vérités crues, mais qui font mal, mais qui guérissent. Ils sont en train de valider la version du Rwanda. Ce n'est pas un fait anodin. C'est une stratégie. Tout ce que vous voyez là, que ce soit M. Félix Séké et tous les autres, ils sont dans cette vision. Je vais vous le démontrer. Pourquoi M. Félix Séké a-t-il accepté de parlementer encore avec Kagame? Parce que Jésus n'est pas encore revenu. Qu'est-ce qui a changé? Parce que justement, Félix Séké et Kagame sont dans le même réseau. Non, ça c'était un discours de campagne, on ne va pas mélanger les deux. Non, mais la gouvernance, c'est la campagne. Le chef a dit... Non, il était qui? Il était en campagne, il était en campagne. Non, mais il était qui? Non, vous me posez des questions déjà. Ah, mais voilà. Alors, quand même qu'il était en campagne, il a dit deux choses en tant que président de la République. Ce n'est pas le candidat qui a déclaré la guerre. Ce n'est pas le candidat qui a refusé de parler d'ailleurs. C'était avant. C'était avant la campagne. Quand il disait qu'il ne va plus rencontrer Kagame et tout. C'était bien avant. C'était bien avant. Soyez très prudent. Et donc, vous allez vous rendre compte que M. Félix Séké et M. Kagame ont le même parrain. Il a posé des préalables. Ça, c'est au niveau interne. Kagame. Ça, c'est au niveau interne. Au niveau international, M. Félix Séké n'a apporté aucune note. Même quand on vous dit, non, voilà, le gouvernement, lors d'un point de presse, aurait dit que le M23 sont des terroristes. Moi, je vous brandis deux documents. Lesquels? Le communiqué final de Nairobi et le communiqué final de Luanda. Si vous pouvez me brandir ne fût-ce qu'une phrase où on qualifie le M23 comme un groupe terroriste, ne fût-ce qu'une phrase, il n'y en a pas. Je suis là, montrez-moi, ne fût-ce qu'une phrase, bon, pas une phrase, un mot, où on considère le M23 comme terroriste. Il n'y en a pas. Ils font des incantations ici, mais en international, ce n'est pas ce qu'ils disent. Mais il y a un aspect important que vous ne citez pas, la présence de l'armée rwandaise. Le gouvernement tient mordicus à ce que l'armée rwandaise quitte le Congo pour entamer des négociations pour que le chef de l'État congolais et le chef de l'État rwandais se rencontre. Oui. C'est parmi Ils vont se rencontrer pour... C'est parmi les points de divergence qu'il y a eu. Le point de divergence, peut-être Kagame ne le sait pas. Kagame impose aussi à M. Félix Séké de retirer. Non, mais effectivement, Kagame impose aussi à M. Félix Séké de retirer ses propos du genre le menaçant de renverser son pouvoir et de faire la guerre contre le Rwanda. Mais Félix Séké l'a déjà fait, il a déjà retiré. Il ne va plus faire la guerre contre le Rwanda parce que c'est son frère. Donc, vous comprenez que, tel que nous sommes là, nous sommes représentés par des gens qui sont en complicité avec les ennemis de la République. Pourquoi M. Félix Séké a-t-il accepté d'aller en pourparler avec le Rwanda? Parce que justement, ça faisait partie du plan. On voulait nous endormir en interne et leur permettre de gagner du terrain. M. Félix Séké était au Qatar. Il a négocié avec le Qatari justement pour essayer de réconcilier le point de vue du Rwanda et le point de vue de la RDC. Ils sont tombés d'accord pour qu'il y ait ces dialogues. Et tout ce que vous voyez là, ce ne sont que des facilitateurs. Parce que je tiens à vous rappeler, l'essentiel des investissements effectués au Rwanda viennent du Qatar. Rwandair, 49% appartient au Qatar.
L'aéroport international du Rwanda, 60% appartient au Qatar. Le Qatar, entre 2021 et 2023, a investi 3,9 milliards de dollars au Rwanda. C'est-à-dire que ceux qui portent l'économie du Rwanda, c'est le Qatar, c'est l'Émirat arabe unis et l'Arabie saoudite. Merci. Donc vous comprenez que M. Félix Tshisekedi, ayant le même parrain que le Rwanda, je ne lui fais pas confiance. Voilà pourquoi j'ai dit, pour trouver solution à ces problèmes, il doit partir. Dès lors qu'il sera là, on sera trahi, parce que je ne comprendrai jamais. Des accusations graves. Ce que vous... Non, mais ce que je dis, il le sait. Je ne comprendrai jamais qu'un gouvernement qui n'a jamais reconnu officiellement la présence de FDLR chez nous ou les avoir utilisés peut signer un tel document. Merci beaucoup, M. Alain Bouloudji. C'est très grave. On termine avec M. Kitenge. 6 minutes aussi sur voilà, c'est un broglio. Comment s'en sortir finalement? Est-ce que la RDC est sur la bonne voie? J'ai tout compris de la question. Je commence par lui dire une phrase simple qui est de Manix, je le fais la mienne, que Ndeko Alain Bouloudji se souviendra que Fachi Azanano. Oui, mais quand il partira, c'est aux élections prochaines et qu'il faut. Alors, s'il faut critiquer les mandats, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est ça aussi la rationalité en tant qu'opposant, qu'est de se verser dans... Il a toujours été rationnel, mais là, il a fait que des discours non sur du populisme. Tout ce qu'il a dit dernièrement ici, c'est du populisme. Vous voyez qu'il a échappé, évité la question. La question de quoi? De votre fameux gouvernement? Les détourneurs? Je suis de l'IDPS certainement, je soutiens le gouvernement, mais je ne fais pas partie du gouvernement. Ça, c'est une nécessité. On sait pourquoi. C'est une nécessité, puisque au-delà d'appartenir à un camp politique, je suis congolais. Ça, c'est mon côté positif. Nous sommes sur la bonne voie. Je vais vous dire, ne m'inquiète. Laissez-moi agencer mes idées. Un Congolais condamné de soutenir des traîtres parce qu'ils sont du gouvernement. S'il vous plaît. Donc, je soutiens la nation. Laissez-moi terminer mes idées. Allez, j'ai tenté de parler sur l'idéal d'abord. Si j'abandonne, j'oublie cet aspect, c'est vraiment un péché de ma part. Dès lors, il y a un groupe d'individus qui se disent être communauté. Je préfère emprunter leur mot. Communauté Tutsi. Ce sont des réfugiés. Non, je ne parle pas de les non, FDLR. Même ceux que vous appelez Tutsi là, ce sont des réfugiés. Voilà. Ils sont arrivés en 54 et en 59. Exactement. Ce sont des réfugiés. Exactement. Qui, ils ont dû bénéficier de l'époque à autres avantages, c'est-à-dire l'ordonnance violant toutes les procédures du Code de la famille et de droit pour devenir zaïrois. À l'époque, je fais allusion à l'ordonnance collective, puisque en ce qui concerne la nationalité, au regard du droit, on traite ces questions cas par cas. Ça a été annulé en 1982. Les résolutions du comité central n'ont pas été parachevées, puisque les résolutions du comité central, au regard de la charte qui gouvernait les impériaux à l'époque, devrait être à cet effet, puisque c'est le parallélisme de forme, il le sait, l'autorité qui signe un acte, qui a aussi le pouvoir d'y revenir, mais le président de la République de l'époque n'a jamais repris ni ordonnance, loi, ni décret, ni loi, puisqu'il jugeait, à ce moment-là, il pouvait prendre tous les actes, il n'a jamais signé un acte contraire, à part la résolution du comité central. Les résolutions du comité central, c'est une proposition, c'est une décision du bureau politique qui gouvernait le mouvement populaire de la Révolution, et le président de l'époque devait prendre acte par une ordonnance pour abroger, revenir sur les dispositions du premier président qui produisait déjà des effets. Ça n'a pas été fait, c'est un cheminement en cours, mais qui s'est arrêté. C'est pourquoi la question était revenue dans la conférence nationale souveraine sur les débats et tout ça, et plus tard même dans le dialogue inter-congolais. Donc on zappe ça, mais je dis d'un côté, pour aller dans l'aspect sociologique, vous prenez une armée étrangère, une armée qui tue, qui assassine et qui ravage comme étant un génocide dans le tribut des propriétaires de ce sol. Pourquoi? Puisque vous voulez vous congoliser, puisque vous voulez vous faire accepter, ou je vais ajouter même les mots de leur arrogance. Vous voulez... Non, attendez un peu, je parle des propos de Kagame, mon cher ami. Je prends les armes puisqu'il y a des Tutsis, il y a ceux qui parlent Kinyarwanda, les discours de haine. Donc en quelque sorte, je viens vous tuer. Toi, tu as parlé de la haine comme ça, je te tue. Toi, tu as dit qu'il est tout seul. Ah bah, tu comprends, je prends un langage terre à terre. Et toi qui es vivant le Tutsi, tu es d'accord puisque j'ai vu qu'on a tué mon frère, puisqu'il t'a dit toi Tutsi, et moi je t'aime. Puisque
Tu es venu avec une armée rwandaise qui a pris les armes. En utilisant Kagame comme avocat par les armes pour créer le génocide, ils se font encore haïr implicitement. Et ils sont en train de barrer la route à leur intégration chez nous. Voilà c'est pourquoi vous voulez les aider à avoir une zone pour créer un État autonome. C'est ça votre stratégie. Toute intégration, que ce soit à le Rohingya, en Roumanie, que ce soit partout là où il y a des nations, en Asie où il y a des apatrides, ils n'ont même pas de pièces d'identité, on ne les reconnaît pas comme des Birmans, on ne les reconnaît pas comme tout ça. Et ils se tournoient en Birmanie comme des Rohingyas sans identité. De l'autre côté, ils n'ont pas d'identité. De l'autre côté, ils se retrouvent comme des apatrides, mais ils sont là depuis des années. Cette théorie est une théorie de l'échec des Tutsis. Les accords dont Kagame dit ceci devraient être respectés, notamment signés par M. Kabila, je prends un seul aspect, 43% de postes de force dans les forces armées, de la police, administration publique et les régies financiers, déclarer la zone de l'Est comme une zone sinistrée. Ça, vous parlez d'un accord. Vous, en tant qu'homme d'État, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous avez trouvé sur la table de M. Kabila, M. Félix Tshisekedi, où vous dites ce qu'il y a dans les réseaux sociaux. L'accord du 23 mars. Oui, vous avez déjà... Je l'ai. Vous avez l'accord. Je l'ai. Félix Tshisekedi a déjà vu cet accord. Je l'ai. Vous l'avez. Oh, mais qu'est-ce que vous racontez? Je l'ai. Je comprends pourquoi le pays ne marche pas. Non, Non, Alain, mais cher monsieur. tu veux dire à qui? Non, cher monsieur. Là-dessus, Donnez-nous Kalele a réécrit même un article scientifique. Non, mais vous parlez sur les différents accords. Kalele, et moi je vous dis, vous êtes au pouvoir. Mais certainement que vous avez... laissez-moi terminer une idée. Donc, vous voulez expliquer aux Congolais que cet accord n'existe pas? Non, ça peut exister, mais ce n'est pas ce que vous dites. Parce que ce qu'il y a sur les réseaux sociaux n'est pas le vrai accord. Ah, mais lequel? Oh là là. Vous qui êtes au pouvoir, dites-nous, brandissez-nous le vrai accord. Merci. C'est Je comme vous ça, le répète. Moi, je comprends là, c'est ton côté kabiliste qui se réveille. Non, le livre de vous Charles êtes mieux, Manon, vous êtes plus kabiliste que moi. Le livre de Charles Manon, on parle aussi. On parle de quoi? Mais c'est ça que je suis en Non, train de de cet vous accord, mais dire. l'accord. Mais bien sûr, de cet aspect, je contenu. souligne, bien sûr, des 43% dans les forces armées de la police déclaré la zone de l'Est sinistrée. Quand tu nies cet aspect, mais je suis choqué. Non, je nie pas. L'original des signatures de cet accord signé par Raymond Montrez-le Tibata. nous, vous êtes au De pouvoir. l'autre côté, CNDP, c'est Mwanga Chuchu qui est Andolo qui a signé du côté CNDP. Merci beaucoup. L'original. Montrez-nous ça. Et comment on peut nier ça? Ah, publiez ça, on en a besoin. Pour ma part, Merci on en a beaucoup. besoin. c'est le mot. Et D'accord. la fin, je vous dis, Merci. Félix Tshisekedi, nous sommes dans la bonne voie. D'accord. Pour relever les défis, il La faut bonne Merci. voie pour corriger faciliter certaines imperfections. l'atteinte Merci des beaucoup. objectifs de la balkanisation. C'est Merci. ça votre rôle. Merci beaucoup de nous avoir